Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour ce débrief. Qu'est-ce qui s'est passé à WWE Worlds Collide en plein week-end du Royal Rumble? Je m'excuse par avance si je vais aller assez vite sur ce pay-per-view car j'ai encore pas mal de travail, notamment pour préparer le SKO qui aura ce soir 20 h en compagnie de Ludivine et Flo. Nous allons faire la grande preview du Royal Rumble qui se déroulera cette nuit à Houston au Texas. 23 h pour le kick-off, 1 h du matin pour le show principal à suivre en exclusivité sur le WWE Network. Donc il faut être abonné bien entendu, hein, fin des pay-per-views sur AB1, ça fait toujours un peu de peine, j'aime bien le rappeler, mais bon, ça me fait toujours de la peine même de le rappeler. Mais quand vous êtes abonné au network, et ben voilà, vous avez ce genre d'événement qui est WWE Worlds Collide. Un événement un peu annexe, tu vois, à l'histoire de NXT même, puisqu'habituellement on a un NXT Takeover, notamment un NXT Takeover qui est souvent très attendu dans le cadre d'un Royal Rumble, plutôt d'un week-end de Royal Rumble. Et là on a changé un petit peu le principe, on aura un NXT Takeover qui aura lieu en février, oui c'est en février, à Portland dans l'Oregon, et qui sera pas dans le cadre d'un week-end avec un pay-per-view WWE. C'est pas la première fois qu'NXT fait l'expérience, on sait que ça ramène pas un public qui est très similaire, parce que là il faut vraiment tabler non pas sur des fans qui sont présents sur place parce qu'ils vont assister derrière au Royal Rumble, mais vraiment tu vois se concentrer purement sur le produit NXT. Worlds Collide, c'est l'affrontement entre NXT et NXT UK, les deux brands de développement de WWE. Je sais pas si je vais encore me prendre du sel parce que je dis ça, mais bon, voilà, soyons honnêtes. Coucou la Ligue 2. Est véritablement présenté dans le cadre d'un show d'exhibition. Il n'y avait pas de grosse storyline en cours, peut-être un peu celle d'Imperium, en train de discuter des rats où on a teasé des choses, que ça soit NXT ou NXT UK. Il y a eu quelques confrontations à distance entre Ilya Dragunov, Finn Balor, mais sinon ça restait quand même assez plat. Il n'y avait pas un énorme cadre. On était vraiment sur un show d'exhibition et voir aussi la force pour WWE de nous présenter juste des dream matchs, juste des affiches. Je vais être totalement honnête avec vous, pour le premier match, je sais juste que Kay Lee Ray a battu Mia Yim. Apparemment, selon les reports, le match est très correct, mais je ne l'ai pas vu. J'ai encore un peu de mal à me faire à l'idée que désormais il y a des combats pendant les kick-offs d'NXT, c'est assez rare. Victoire de Kay Lee Ray, alors c'est bien, il n'y a pas de théorème d'euro, hein, le titre n'était pas en jeu, mais voilà, la championne reste forte. La carte principale, avec un choix, à mon sens, très étonnant d'avoir ouvert sur Finn Balor contre Ilya Dragunov. Alors toute ma question, je me la posais lors du Sturistradamus, je me la posais également lors du dernier 3CFM qu'on a fait avec Ludivine hier soir, vous étiez nombreux avec vous et je vous en remercie encore. Quid de la popularité de Ilya Dragunov sur une scène plus vaste, à savoir celle d'un gros événement WWE, un takeover-like on va dire. Ilya Dragunov qui a pour le moment uniquement performé en Angleterre, en Allemagne, un petit passage du côté du Bola, mais ça reste pas des grosses foules. Et le mettre face à un Finn Balor qui, malgré son côté heel et sa nouvelle attitude, reste un catcheur ultra populaire, était un pari très risqué. Alors deux choses, bien entendu, le fait que ce match soit l'opener, donc mettre la foule dedans, mettre côté le kick-off. Pour la foule du Texas, c'était pas très compliqué, hein. Tu vois un russe, qui porterait vraiment un personnage russe, qu'on connaît pas trop, et Finn Balor, qu'on a connu comme étant une star, qui est heel, qui est face, les gens s'en foutaient, Finn Balor était la star. Finn Balor était la méga star, les pop étaient pour lui. Il a pas véritablement changé son catch, t'as remarqué Finn Balor depuis qu'il a tourné heel, catch à peu près de la même manière, sauf qu'il est un peu plus agressif, il n'y a pas de changement purement dans son moveset. C'est une agressivité qui le caractérise plutôt bien, j'aime beaucoup voir le Finn Balor d'aujourd'hui, puisque je trouve plus crédible, un peu moins soft justement, et c'est un peu les traits de sa gimmick aujourd'hui, dans ce personnage du Prince. Il veut faire revenir la rudesse dans le catch moderne. Et justement, c'est un parfait adversaire face à lui parce que Ilya Dragunov, il a été formé à la dure. L'apprentissage WXW, c'est avant tout des gros brawlers, c'est des grosses feuds avec Walter. Et on a eu comme ça un mix qui était plutôt chouette en fait, et une bonne opposition entre une espèce de relève et un Finn Balor qui commence véritablement à prendre un statut de vétéran au sein de WWE. Et oui, on le dit déjà alors que le mec est là que depuis 5-6 ans. Alors, nul doute que Ilya Dragunov, je pense, ça s'est un peu ressenti, un peu stressé, parce qu'il y a eu quelques petits loupés. Le match est monté crescendo, le public a eu un peu de mal à se mettre dedans, mais c'était assez même dérangeant de les voir vraiment à fond derrière Balor, mais tu peux pas leur en vouloir. Ils connaissent Balor. Ilya Dragunov, il est très peu marqué aujourd'hui chez WWE, mais ça reste quand même une bonne introduction pour un tel personnage. Une victoire de Finn Balor qui finalement va être clean. Ils ont pas du tout forcé pour nous dire attention, Ilya Dragunov, il peut résister, voilà, c'est pas Shotzi Blackheart contre Shayna Baszler lors du dernier épisode d'NXT où elle est restée à résister pendant 10 ans dans le Kirifuda Clutch. Non, là il a perdu. C'est pas la question, c'est bien, tu vois, que les deux mecs restent pas forts à la fin du match, qui est un vainqueur qui est marqué, qui est Finn Balor, qui a une histoire qui a beaucoup à apporter, Ilya Dragunov qui a échoué en effet, mais qui saura rebondir, qui saura se reconstruire, parce que t'es aussi nouveau, tu vois, dans l'univers WWE, donc je trouve assez cool que j'ai pas eu le sentiment qu'Ilya Dragunov
soit un personnage qui était forcé comme ça. Ah voilà, tu sais, il va être un fighting loser, surtout pour un opener. Les mecs respectent leur place sur la carte. Est-ce que ce match valait vraiment le coup d'être mis en opener? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre le risque de le mettre un peu plus tard? Mais c'est resté quand même assez efficace. C'est vrai que ça met un climat qui est très différent des NXT TakeOver habituels où d'habitude on jette vraiment un premier match, souvent des tags qui vont dans tous les sens. C'est pour ça que je m'attendais à voir Moustache Mountain comme DIY en opener. Mais ok, ça fait le taf, c'était correct. Et on va passer au match suivant. Fatal 4-Way pour le championnat Cruiserweight. Le champion Angel Garza défend contre Isaiah Scott, Jordan Devlin et Travis Banks. Et la réflexion que je me suis fait quand j'ai vu ce mix de 4 catcheurs, j'ai fait waouh, là il y a énormément de fraîcheur dans ce genre d'affiche, même si on a déjà vu Garza et Scott s'affronter, ou on a même déjà vu Devlin et Travis Banks se livrer d'incroyables batailles du côté du circuit UK. Un mix comme ça de ces 4 catcheurs qui proviennent vraiment d'univers différents, ça aurait pu passer ou casser, et surtout aussi comment le public allait accueillir, tu vois, un Jordan Devlin, un Travis Banks qui sont, je pense encore une fois, peu promus et peut-être inconnus pour une grosse partie du public présent hier au Texas. Tout le monde a eu l'occasion de briller, j'ai même trouvé qu'il y a eu une grosse part qui a été réservée à Travis Banks, et finalement c'est peut-être le champion lui-même, Angel Garza, qui était le plus populaire des 4, ça c'était évident, qui a été, j'ai trouvé, le plus effacé sur ce match. Des spots super, encore une fois, il y a pas mal d'ingéniosité, de créativité, notamment avec un mec comme Jordan Devlin qui, moi, me fascine, hein. Je vous en avais parlé il y a un peu plus d'1 an de Jordan Devlin, que ça va être un catcheur à suivre sur l'année 2019, donc là j'ai l'impression que la grosse éclosion, elle va arriver là pour 2020, mais je suis très ravi de voir que WWE ait pris le risque de lui donner la victoire. On a un nouveau champion Cruiserweight avec une très, très belle ceinture. T'as vu, ça y est, on a supprimé le violet. C'est une ceinture noire et argentée aux couleurs cette fois, enfin qui est aux couleurs, qui est grimée NXT, tu vois, c'est plus WWE. Vers quoi on se dirige maintenant avec ce championnat qui est vraiment floqué NXT? Est-ce que 205 Live va toujours exister sur les après SmackDown? Est-ce que Jordan Devlin apparaîtra plus aux États-Unis? On sait d'ailleurs qu'il a quitté ses engagements vis-à-vis de Over the Top Wrestling en Irlande. Il me semble qu'il est toujours champion par équipe du côté de Progress Wrestling. Mais en tout cas, c'est une marque forte d'une volonté de construire Jordan Devlin, je pense en tout cas, même si c'est 205 Live et que c'est souvent décrié, au sein de WWE pour faire briller NXT UK, pour faire briller NXT, pour voilà. Et je suis ravi parce que c'est un catcheur qui est fantastique. Techniquement, il va falloir peut-être lui trouver, non pas seulement sur le terrain de l'arrogance, mais un truc pour que les gens adhèrent véritablement à un personnage. Quand t'es dans le cadre de fans de catch, de vraiment les fans de niche, les fans hardcore, peuvent s'investir très facilement en Jordan Devlin parce qu'il a un catch qui est fantastique. Si tu veux toucher un peu plus large public, comme j'ai l'impression et je le comprends du côté d'NXT, on essaye de toucher une foule plus large avec des fortes personnalités comme des Matt Riddle, des Velvet in Dream. Là, il va falloir trouver un truc fort pour Jordan Devlin et je suis assez curieux. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Le match de tag DIY contre Moustache Mountain, les copains. Alors là, ça pue l'affiche exhibition, le genre d'affiche qu'on te réserve souvent, tu vois, dans le circuit indépendant, quelles que soient les compagnies catch, hein. Tu vois, il n'y a pas de build-up, juste on fait venir des gens dans une salle avec une affiche. Les mecs vont catcher avec assez de sympathie, c'est cool de s'affronter, pas trop de haine, et tu vois, la compétition, elle va monter crescendo, plus on va avancer dans le match. C'est exactement ce qui s'est passé, ça fait du bien de voir ça, même chez WWE, avec leur production, parce que c'est vraiment un style de catch très indépendant, très combat d'exhibition, très viens, on va prendre du beau temps, on va juste prendre du plaisir à faire du catch. Et sans déconner, quoi, ça fait du bien à regarder, et c'est cool de voir ça en plus sur une aussi grande scène que WWE devant un aussi grand public qui a vraiment joué le jeu. Ça a débuté avec pas mal de légèreté, notamment entre Trent Seven et Tommaso Ciampa qui se sont un petit peu répondus avec des provocations, c'était assez chouette. Du chain wrestling, tu vois, de toute beauté, c'est ce que t'as envie de voir quand t'as Tyler Bate et Johnny Gargano, deux des meilleurs catcheurs techniques de la planète, s'affronter, tu veux les voir faire du chain wrestling pendant 1, 2, 3 minutes, sortir des contres assez fluides, et c'est vraiment ce qu'ils ont mis en place. Ils nous ont donné vraiment un showcase super du catch par équipe. Les gens étaient ravis de revoir DIY. Moustache Mountain, on aimerait les voir plus sur une scène plus grande que même NXT UK, parce que il y a un vrai capital sympathie avec cette équipe. Et Tyler Bate, c'est un avenir, c'est l'avenir, c'est obligé. Je trouve qu'ils en ont pas trop fait, ils en ont pas fait des caisses. Avec des gros faux finish, bien mais quand même, voilà, mais j'ai trouvé que les catcheurs avaient gardé quand même pas mal de choses de côté, tu vois. Tyler Bate, il peut faire des combats épiques comme Jordan Devlin. Là, on était quand même dans un esprit un peu plus exhibition, et c'était suffisant. C'était bien de pas trop en faire, de pas tuer le show, parce que ça, c'est une affiche qui, sans déconner, sur un point de vue ring, aurait pu main eventer n'importe quel show, parce que c'est génial, c'est du régal pour les yeux. Imagine si on avait un vrai programme de consistance entre ces deux équipes, avec une vraie rivalité qui dure depuis des mois, des lustres. Oh, t'imagines?
Et là, c'était juste 4 mecs qui catchent et qui font « c'est beau, c'est super, c'est bien ». Moi, ça me plaît, ça me va très bien. Mais je peux comprendre aussi que ça ira pas forcément à tout le monde parce que pure exhibition, on garde pas tous le catch pour les mêmes choses. On a envie qu'il y ait des rivalités par moment, des choses qui nous mettent dans un contexte très très fort. Là, c'est juste voilà, une connaissance qu'on peut avoir de ces 4 catcheurs qui fait qu'on va se régaler avec ce genre de combat. Et victoire de DIY, bien entendu, même si au final, les vainqueurs, c'est les fans. Oh, la phrase de politicien. C'était très compliqué, je pense, pour passer après ce match, et elles ont bien fait le taf. J'ai trouvé Rhea Ripley contre Toni Storm, où Rhea Ripley a conservé, évidemment, son championnat NXT. C'est resté assez sobre, ça n'a pas été aussi, j'ai trouvé, éclatant que leur combat du côté de NXT UK, parce que peut-être le fait que Rhea Ripley, à l'époque, était vraiment une heel très marquée, et aussi le contexte du public anglais, c'est Ludivine qui m'a répété ça pendant toute la soirée, pendant qu'on regardait le show live. Elle met une pièce réellement sur le fait que le show était encore plus explosif, avec encore une plus grosse implication du public s'il avait lieu en Angleterre. Après voilà, hein, le cadre Royal Rumble, t'as des fans de partout dans le monde, si tu veux donner vraiment une grosse expansion à ton produit, c'est aussi un super coup, bien entendu. Mais sur ce point de vue-là, oui, je la rejoins, même tu mets ça dans une petite salle, genre PWG ou autre, tu vas avoir l'impression que les murs vont exploser. Et c'était un match féminin, en effet, très qualitatif, mais voilà, le truc, le délire face contre face, quand tu viens d'en manger un énorme juste avant, c'est pas toujours simple. C'est resté, comme je le dis, très propre dans le ring, avec un peu de sobriété, une victoire très décisive pour Rhea Ripley, parce que c'est la championne. Toni Storm, va falloir, je pense, prendre le temps de la construire, et de la crédibiliser le plus possible du côté de NXT pour être suffisamment forte, tu vois, pour aller relever de gros défis. Ils peuvent prendre longtemps, il n'y a pas de souci. Tu la sens un peu aussi stressée, tu vois qu'il y a beaucoup plus d'aisance dans le catch de Rhea Ripley aujourd'hui. C'est quand même assez fabuleux, quoi, de voir l'éclosion et l'émergence aussi forte d'une catcheuse comme Rhea Ripley, voilà, qui apporte satisfaction sur quasiment tout ce qu'elle fait pour le moment, et ça, c'est bien, non? C'est pas bien, c'est pas chouette. Oh, et enfin, ce main event, ouh là là, le main event Undisputed Era contre Imperium 4 contre 4, c'est super, c'est super. Alors là c'est le contraste, j'ai trouvé incroyable entre le catch proposé par WWE, Raw, SmackDown, les pay-per-view, tout ce que tu veux, et ce qui fait la force d'un circuit indépendant, qui fait la force aussi d'une autre vision, je pense, du catch, à savoir WWE, il y a des tonnes de dates, ça n'arrête pas. Et c'est pas, attention, c'est pas un reproche de ce que je fais, parce que c'est le système également qui veut ça. Les mecs catch sur des tournées, sur des house shows, sur des live events, sur plein de trucs, et quand tu te blesses dans ce genre de carrière, ça peut te mettre des freins incroyables pour les créatifs te donner de la suite, etc. Donc les mecs sont ce qu'on appelle soft. Ils vont pas prendre de risques, ils vont pas se rentrer dans l'art comme des sagouins. Ils vont catcher avec une certaine prudence pour vraiment, tu vois, se respecter et pas se frapper trop fort, on va dire. Voilà, c'est encore un terme, ça a l'air crédible, mais voilà, c'est soft. Voilà, c'est le concept, les mecs sont soft. Et là, ce 4 contre 4, c'était tout l'inverse. C'était ça tape sans arrêt, ça se met des taquets, ça se respecte pas. Et t'as vu la réaction des gens. La réaction des gens, parce que Imperium, les gens connaissent Walter, ils connaissent forcément un peu moins Marcel Bartel et Fabian Aichner. C'est pas grave, on est investi de ouf sur ce genre de match, mais ce qui te met en plus dans l'investissement, c'est que ça a frappé, ça frappe fort, et des mecs comme Kyle O'Reilly, Bobby Fish, qui ont des backgrounds dans les sports de combat, ils s'en donnent à cœur joie. Roderick Strong, il a toujours été connu pour un mec qui est très strong, qui tape fort, qui est solide. Adam Cole un peu moins. Adam Cole, il arrive un petit peu plus en artiste, avec des super kicks, tu vois, bien placés, etc. Il n'est pas connu pour être un énorme striker. Puis t'as Walter, t'as pas besoin de faire grand chose. Walter, tu le vois, tu l'assimiles, ok, ça va frapper fort, ça va se relever, ça va être le général. Le mec, je sais pas si tu vois cette image, c'est une image que j'ai adorée dans le match, des rugbymen du 15 de France, il y a pas mal d'années en arrière, où tu les vois tous les uns avec les autres, la face All Blacks qui sont en train de faire le haka, et t'as Sébastien Chabal qui est là et qui les regarde, qui les défie du regard, qui lui fait allez les gars, nous on n'a pas peur, hein, c'est quoi une dispute, etc. Et il y a cette image qui est géniale parce que quand t'as un face-off entre d'un côté Imperium et un dispute, etc., il est là, il prend ses mecs, il les motive, et t'as juste envie de dire waouh, c'est un leader. C'est un super leader, Walter, et victoire d'Imperium, mais attention, un fait saillant du match, un fait très important, la blessure très tôt dans le match pour KO de Alexander Wolf, qui est de sa faute, c'est de la faute de Wolf, elle est pas blâmée Bobby Fish,
c'est la responsabilité, elle est sur Alexander Wolf. T'as un coup de pied qui t'arrive là, tu relèves le menton, c'est des codes dans le catch. Il n'a pas suffisamment relevé le menton. Il en a parlé sur Twitter d'ailleurs. Il a dit je prends la responsabilité entière de ce KO. Ça arrive très tôt dans le match. J'ai trouvé qu'il a été très très bien géré, notamment Bobby Fish. Alors je sais pas, c'est un truc des fois qui me dérange dans le catch quand les catcheurs font un tombé et glissent une main sous l'épaule, de voir que l'arbitre, tu vois, peut compter quand même jusque 3. Et là, Drake Wurst arrête le tombé, se rend compte que Alexander Wolf est KO. Et ils arrivent à trouver un truc qui te fait pas dire qu'il y a un gros loupé. Moi, ça va. Ça m'a pas sorti du match, mais ça a déconnecté, je pense, une grosse partie du public. Tu vois ce plan interminable sur Bobby Fish qui est méga concerné par ce qui vient de se passer, Alexander Wolf qui quitte le truc, et surtout, voilà, t'es dans un 4 contre 3, c'est-à-dire que tout le schéma du match qui a été, je pense, pensé backstage pour l'écriture du match va être entièrement modifié. Il y a une très très bonne communication, j'ai trouvé, entre les 7 catcheurs. Ils ont réussi à nous mettre un truc qui était fantastique, avec une situation logique d'underdog, parce que en déficit, ils sont à 4 contre 3, donc oui, forcément, t'as envie d'être derrière Imperium, forcément, tu vois, à un tel moment de ce combat, t'as envie de voir Walter choper des mers, et c'est ce qui s'est passé. Ce 4 contre 3, on the fly, à l'oreille, avec le public, voilà, ils ont repris quand même des grandes lignes, mais c'est super, c'est un incroyable match, qui a duré quand même une putain de demi-heure, mais que j'ai trouvé passionnant. Le genre de combat, d'atmosphère que tu arrives à conserver, à faire investir ton public dedans, ça s'obtient avec des années d'expérience. Il est jamais tombé dans une routine, Walter. Il a toujours réussi à monter d'un cap. Parce que moi, quand j'ai connu vraiment Walter, quand je me suis intéressé, c'était 2007-2008, c'était un grand gars, ok, qui était capable de faire des powerbombs, qui était impressionnant physiquement, mais t'allais pas forcément capitaliser dessus pour te dire ça va être une grosse star. Il était là avec un singlet, etc. Début des années 2010, il se met en slip déjà, ça change tout. Il s'est foutu en slibard, il a assumé son corps, c'est un peu ce qu'on pourrait dire. Il a affronté Zack Sabre, il a affronté Sekimoto, c'était parti. Il est sorti de son Allemagne, il a été un peu plus en Angleterre, puis voilà, t'es en 2020, Walter, tout le monde crie, tout le monde hurle. T'as juste envie d'une chose, c'est que Walter arrive en 2 demain face à Lesnar et lui mettre des atémies et lui dit écoute garçon, ring général, on va pas souiller le truc, tu viens une fois tous les 6 mois, chop, tu vois, c'est waouh la vache, 4 contre 3 finalement, mais cette image de fin avec Aichner et tout. Et tout, Roderick Strong, il est incroyable. Kyle O'Reilly. On peut parler un moment de Kyle O'Reilly, qui est le lieutenant incroyable de Undisputed Era. Ça tape fort, il est partout, il était fantastique. Expression faciale, tout. Quel match, quel main event. J'ai envie de voir ça tout le temps. C'est super, c'est très bien. C'était une excellente surprise, Worlds Collide. Super. Faites ça plus souvent, hein, sans déconner, mais même sur un point de vue d'exhibition, juste essayer de nous régaler avec des affiches. C'est ce que je disais, WWE, ils ont le 80% des meilleurs talents de la planète. Ayez pas peur de faire du World Collide. Sortez même du cadre NXT contre NXT UK, faites-nous juste des affiches pour faire des affiches. Voilà. Où les mecs se lâchent, où les mecs font du catch, pas des formats télé de 3 minutes avec des pubs à l'intérieur. Juste du catch, juste des bons matchs. Même sans build-up, on s'en fout. Voilà, mais fais des affiches. Toutes les affiches de rêve que toi tu fais sur WWE 2K20 ou que tu refais sur TW, mais faites-les. Faites-le comme ça. Faites le bon catch comme ça. Voilà, ça peut être un truc super. Ça peut même, je sais pas moi, grandir, gagner en popularité, nous dire c'est Worlds Collide, ok, WWE, ils nous disent sans build-up, on fait des affiches. Comme fonctionne beaucoup aujourd'hui le circuit indépendant. Parce qu'ils n'ont pas le temps de faire des weekly, de préparer des trucs, etc. Des affiches. Voilà. Je rêve, je sais pas moi. Walter Strowman, Walter McIntyre. Même pour déconner, j'en sais rien. Ouais. Cesaro contre Tyler Bate. Tu lui dis rien à personne, tu le fais. Voilà. Les mecs gagnent. Seth Rollins, je suis le meilleur du monde, Seth Rollins. Affronte. Vas-y. Affronte Gargano. Alors. Mais faites-le. N'attendez pas, faites-le. Pourquoi on l'a pas? On se rend compte que là, ça marche. Faites-le. Voilà. C'est tout. Je n'ai plus rien d'autre à dire, à part vous dire ce soir, 20h, c'est ça le catch. Super kick-off du Royal Rumble. Soyez forts, mettez un sou sur le gros chien, faites-moi plaisir, mettez un sou sur le gros chien, achetez les t-shirts. C'est bien les t-shirts. Ils sont jolis, ils restent forts en plus. À ce soir, je vous aime, des bisous.